On y va maintenant? C'est bon. Oh, voilà. Bon, bonsoir à tous. On a rejoint le Facebook Live. Donc, bonsoir à ceux qui nous regardent sur Facebook et bienvenue à tous ceux qui sont déjà sur le Zoom. Alors, un petit mot de petite présentation un peu technique pour ce double public. Donc, nous serons ce soir et sur Zoom et sur Facebook. Donc, vous pourrez du coup nous regarder aussi en replay sur Facebook, également sur YouTube, sur la chaîne YouTube Après du Point Rose et sur le site, avec une petite précision, c'est que au terme de la conférence de Marie, sera proposée une petite pratique de respiration, méditation pour prolonger la conférence. Cette pratique ne sera possible que sur le Zoom. Donc, nous couperons le Facebook. Donc, si jamais certains veulent encore rejoindre le Zoom pour pouvoir profiter de cette pratique, faites-le là dans le petit quart d'heure qui suit, parce qu'après, on arrêtera de faire rentrer les personnes dans la réunion. Excusez-moi, on avait un petit participant à quatre pattes qui s'était invité. Donc Marie, merci d'être avec nous ce soir pour parler de ce quatrième temps du deuil, cette quatrième saison, cette saison qu'on attend tous euh, ordinairement, l'été, et qui, pour les personnes qui vivent des chemins très compliqués comme le deuil d'un enfant, pour les parents du Point Rose, mais aussi d'autres épreuves de vie, ben, l'été, c'est pas aussi simple parce que ça vient rappeler notre différence, ça vient ouvrir sur un temps de fête, de joie, où on est supposé profiter, où on est supposé profiter de la vie. Et parfois, simplement l'idée d'imaginer quelque chose d'un peu festif peut être angoissant. Et c'est aussi une saison qui dure parce que les vacances durent aussi, les grandes vacances. Donc c'est vraiment une saison pleine d'ambivalence, une saison qui est pleine de beauté, qui amène des choses, des vacances, des beaux moments dans la nature, et en même temps toute l'ambivalence que C'est ça un peu comme représente. Alors, tu nous as proposé un petit texte que je vais rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas lu, pour parler un petit peu de qu'est-ce que cette saison peut représenter. Tu as dit, l'été est souvent attendu avec joie et impatience pour sa légèreté, sa chaleur, sa convivialité et le repos qu'elle évoque. Or, pour de nombreuses personnes endeuillées, des sensations de décalage et d'isolement se font ressentir. L'été est la saison des paradoxes et invite à nous faire ressentir l'immensement plein et l'immensement vide, un peu comme un ciel étoilé en été. Voilà, avec ce petit texte très beau, Marie, je te laisse la parole et encore merci d'être avec nous. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Alors, je me suis longtemps questionnée sur ce que j'allais pouvoir vous partager ce soir à travers l'été. Alors, même si ce texte a été écrit, évidemment, on va parler de cette saison, de ces paradoxes. Mais au-delà de ça, j'avais envie de vous partager aussi une part de ma pratique qui est liée aussi à la spiritualité, au conte, à la réflexion philosophique de finalement ce que c'est que se confronter à l'absence, se confronter au vide et comment on peut traverser cette épreuve qui nous touchera tous. Alors qui nous touchera évidemment tous dans le fait de perdre un être cher, pas toujours un enfant. Néanmoins, les sensations d'absence, de vide, de perte vont être communes dans de très nombreuses expériences de vie. Et j'avais envie ce soir, la différence de peut-être certaines conférences qui sont un peu théoriques ou pratiques ou thérapeutiques, j'avais un peu envie ce soir d'aborder l'angle du deuil un peu sous le plan philosophique et l'histoire des contes
Et je vous ai préparé une petite surprise sur le temps méditation de tout à l'heure. J'espère que vous y serez sensible et que ça vous plaira. Alors voilà, la Lune tourne chaque jour sur elle-même et tourne également autour du Soleil. Cette rotation dure une année. Mais comme l'axe de rotation de la Terre est légèrement incliné, de 23 degrés d'ailleurs, notre hémisphère se retrouve plus ou moins loin du Soleil, et c'est ce qui détermine alors les saisons. Le 21 ou le 22 juin, selon dans notre hémisphère nord, c'est le jour le plus proche et le plus incliné vers le Soleil. C'est alors le solstice d'été. Et cette année, il a été grandement célébré par le Point Rose. C'est le jour le plus long de l'année, là où le Soleil est le plus haut dans le ciel, parce qu'il est perpendiculaire au tropique du Cancer. Le Soleil est alors à son zénith, à l'endroit le plus élevé de son cheminement céleste. Et le solstice d'été est associé alors au pouvoir majeur du Soleil, du rayonnement. Il est aussi en lien avec l'énergie du feu. Et pendant cette célébration, alors, le monde céleste est tout puissant, rayonnant de lumière, de joie, de force vive, et conduisant à la victoire tous ceux qui collaborent avec le rythme des cycles saisonniers. Le solstice d'été désigne alors le moment le plus fort de la course cyclique, et à partir de ce moment, les jours vont diminuer et les forces solaires vont s'affaiblir. C'est le point le plus haut qui ouvre ainsi la phase descendante de la course du Soleil. C'est pourquoi les solstices sont appelés les portes de l'année. Et dans la tradition païenne de Rome, ils étaient liés au dieu Janus, le dieu des portes. Alors c'est vrai que cette année, avec Nathalie, on avait décidé d'aborder le deuil sous l'angle des saisons et j'avais du coup envie de clore ce cycle des saisons par un rappel autour de ce que représentent nos saisons, ce que représente notre saisonnalité et de tous ces rites qui entourent cette porte du solstice d'été qui est si importante pour le Point Rose. Où on retrouve à la fois la victoire des forces solaires, mais à la fois aussi la descente vers le monde souterrain. Alors le rite en lui-même, le rite du solstice, est un paradoxe, puisqu'il est à la fois la célébration de ce jour le plus haut, de ce soleil, de ce rayonnement, de cette joie, mais à la fois aussi ce moment où les jours vont décliner, petit à petit, le soleil va perdre de sa force et on va aller vers le sombre, on va aller vers l'obscur, on va aller vers le noir. Et ce paradoxe, on l'oublie parfois dans le sens de la fête, on n'est que tourné vers cette joie du jour le plus long, mais on oublie aussi qu'à partir de là, eh bien, le sombre va apparaître et il va prendre de la puissance. Alors, dans ce rappel du rite de l'été, il y a ce que beaucoup de parents vivent à travers l'expérience de l'été, ce moment où on se sent en fait complètement en décalage vis-à-vis des autres, on se sent dans un repli, dans une solitude, on se sent aussi parfois désœuvré parce que beaucoup de parents ne travaillent pas à la suite du deuil de leur enfant et donc n'ont pas de vacances parce qu'ils sont en arrêt. Et cette notion d'arrêt, en réalité, elle ne correspond pas à la vie sur la Terre. La vie sur la Terre est faite de cycles, est faite de saisons, est faite de rythmes, est faite de mouvements. Et le deuil impose l'arrêt, la fin de quelque chose, et on est dans un ressenti d'immobilité. Et ce ressenti d'immobilité est complètement anachronique et dysfonctionnel par rapport au fonctionnement du monde qui, lui, va être en perpétuel mouvement. Donc ce paradoxe de décalage est toujours vraiment permanent. Alors dans les rites qui entourent la porte du solstice d'été, il y a toute cette fête qui est célébrée au moment de la victoire sur le soleil, le maintien de l'ordre cosmique, l'harmonie, la magie des cycles naturels. Et autour de cette fête, il y a ce qu'on appelle les feux de la Saint-Jean, le bûcher. Le bûcher est l'un des éléments les plus importants de la célébration du rite du solstice d'été, le feu. Le feu est une célébration et un hymne sacré aux forces solaires. Lorsqu'il monte vers les cieux, il représente la victoire solaire
et les flammes du bûcher qui diminuent. Il symbolise à la fois cette phase ascendante et descendante de l'énergie du soleil qui faiblit aussi jusqu'au solstice d'hiver et le retour vers la terre. Allumer un feu la veille d'un plein été permet donc de soutenir la puissance du soleil, représentant le dieu des portes, le père, et de l'aider à renouveler son énergie. Le bûcher de la Saint-Jean n'est pas sans rappeler le tronc du sapin de Noël aussi, tronc intégré au bûcher, symbolisant l'axe du monde qui soutient la lumière et le feu. Au sommet de cet axe, on plaçait d'ailleurs un symbole solaire, une roue, une étoile, et le symbole solaire qui brûle durant la cérémonie ne symbolise pas sa destruction, mais au contraire sa fusion avec ses forces uraniennes, une expression de l'harmonie absolue avec les puissances célestes. Pendant le solstice d'été chargé de magie et de superstition, les fées et les divinités de la nature se promènent en liberté dans les champs. C'est le moment pour les agriculteurs aussi de remercier pour les récoltes, les fruits, et de prier pour la fécondité de la terre et des hommes. Le solstice d'été, c'est le moment de la maturité. Il y a eu un temps de pause, un temps de repli, un temps de maturation au moment de l'hiver. Il y a eu une éclosion de vie et un élan de vie de l'adolescence au moment du printemps. Et puis arrive cette maturité, cette pleine vie de l'été, où tout à coup les cultures annoncent une abondance. On a des magnifiques abricots qui arrivent en ce moment sur nos étals, qui représentent le feu de la vie. Et on a envie de croquer la vie à plein dents. Et en même temps, on se sent dans un profond désespoir. Alors, au moment des rites qui sont liés au feu, il ne faut pas oublier que dans les rites païens, dans de nombreuses traditions, au crépuscule ou à l'aube du solstice, ont lieu des rituels qui sont liés à l'élément symbolique de l'eau. Ils sont accomplis par les femmes. Et après avoir fait une offrande à la terre-mère, les femmes se baignent rituellement dans un cours d'eau pour invoquer les forces de purification. On offre parfois alors une petite flamme qu'on va déposer sur l'eau pour que le courant l'emporte, ce qui symbolise la purification par le feu et par l'eau, ainsi que l'union des forces uraniennes du feu et des forces ctoniennes de l'eau. Les femmes cueillent ensuite toutes sortes de fleurs, les coquelicots, les marguerites, les bleuets, pour faire alors des couronnes avec lesquelles les participants se coiffent et décorent les maisons et les lieux de la fête. Ces couronnes sont elles aussi une image du soleil, le cercle, et de son union avec les forces vives de la terre, les fleurs. Les femmes sont également chargées d'un autre aspect magique du solstice d'été, celui de la cueillette des plantes sacrées, aux vertus médicinales et surnaturelles. Ce rite a survécu partout en Europe, avec les fameuses herbes de la Saint-Jean, qui ont des vertus de purification et de guérison. On y trouve entre autres le millepertuis, l'aquilée, la joubarbe, l'armoise, le lierre terrestre, la marguerite sauvage ou encore la sauge. Et dans les cultures autochtones, la sauge est un puissant vecteur de purification. En cette nuit la plus courte, les plantes reçoivent alors une énergie toute particulière venue des forces célestes, puissance qui subsiste le reste de l'année. Et les cueillir au crépuscule ou à l'aube est important, car c'est à ce moment-là alors que la lumière du soleil et l'obscurité s'unissent dans une harmonie divine, comme si la joie et le sombre pouvaient ne faire qu'une seule unité. Un peu comme le blanc et le noir, du symbole de l'unité, du yin et du yang. Comme si l'été nous rappelait qu'il ne peut pas y avoir de joie sans tristesse, qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans obscurité, qu'il ne peut pas y avoir de temps de partage sans temps de repli. Et finalement, cette saison nous réapprend cette dualité qui est en nous, à la fois de l'immobilité et du mouvement, qui va nous traverser dans les moments où on sera traversé par les phases du deuil, où on aura des moments d'élan, où on va vouloir se reconnecter à la vie, et puis des moments de repli, où on a besoin de revenir en soi-même. En Bretagne, dès le matin, on parcourt les landes pour cueillir le plus de fleurs possible. On appelle ça le genêt aux fleurs d'or, ou la bruyère aux grelots roses, la gentiane d'un bleu sombre, les coquelicots, les marguerites et les bleuets.
Et le soir, tout le monde a alors rendez-vous pour assister au feu bûcher de la Saint-Jean. Sur toutes les hauteurs, les villageois forment des bûchers avec le bois mort ramassé dans les landes ou dans les champs et les entourent de guirlandes tressées avec les fleurs. Pour certaines traditions, il y a aussi des participants qui s'approchent du bûcher en formant 4 colonnes qui forment les 4 points cardinaux. Et quand on voit le symbole du feu de la Saint-Jean, en fait, c'est un cercle avec 4 croix barrées à l'intérieur. En tête de chaque colonne se trouve un porteur de la flamme sacrée. Et je ne pouvais pas ne pas parler de ça après avoir vécu cette magnifique flamme olympique qui a été si importante pour le Point Rose cette année. Et avec leurs torches, eh bien, ils allument le bûcher à tour de rôle. À ce moment, chaque porteur de torche peut alors prononcer une phrase rituelle comme « Je viens du sud et j'apporte la victoire. Je viens de l'ouest et j'apporte le souvenir des ancêtres. Je viens du nord et j'apporte la renaissance. Je viens de l'est et j'apporte l'abondance. » Les rites du solstice d'été sont empreints de joie et de souhait de purification, de fécondité, de gratitude envers les bienfaits de la nature, de la puissance du soleil, de l'union des forces célestes et terriennes. Et plus la célébration des saisons permet de courber le temps, plus elle permet aussi de démarrer un nouveau cycle, de nous relier au temps mythique et atemporel, alors que le temps linéaire, gouverné par l'horloge, nous use. Comme tous les rites, les fêtes liées au solstice d'été permettent de nous connecter au sacré, de capter l'éternité et de nous relier aux forces de la nature. L'homme s'illumine par la raison, mais il s'intègre à travers la cérémonie et le rite. Alors, pour rappeler cette importance des rites, il me semble évident qu'au Point Rose, c'est une évidence pour nous que de trouver l'importance du rite dans nos commémorations de nos défunts. J'avais envie de mettre l'accent ce soir sur le ciel. Parce qu'en réalité, ce qui marque aussi profondément la saison de l'été, c'est son ciel étoilé. Alors on lève la tête et on regarde le ciel de l'été. Et particulièrement un endroit que j'aime profondément qui s'appelle le triangle de l'été. Il est formé de 3 étoiles. Il y a Altaïr dans la constellation de l'Aigle. Il y a Deneb dans la constellation du Cygne. Et enfin, il y a Vega dans la constellation de la Lyre. Alors j'aime ce triangle parce qu'on ne le voit qu'en été. Et que pour moi alors, c'est comme si l'aigle, qui faisait partie de la médecine des peuples autochtones, venait s'unir avec la médecine de la lyre, qui est la médecine de la musique, la médecine de la mélodie, la médecine de la vie, de la joie, pour nous faire un signe. Et ce triangle de l'été est pour moi un symbole d'un grand passage où nous allons recevoir la visite des Perséides. Ce sont la pluie des étoiles filantes que l'on trouve au mois d'août et que nous attendons tous avec impatience parce que il y a cette magie dans le ciel, cette espèce de feu d'artifice qui clôt aussi l'été et qui nous rappelle des temps du 14 juillet où, enfant, on regarde émerveillé ces lumières dans le ciel qui éclatent. Et puis aussi, on voit une étoile qui est très chère à mon cœur, qui s'appelle Arcturus. Alors, on la voit toute l'année, mais on la voit particulièrement en été. Mon fils s'appelle Arthur et c'est vrai que Arcturus, c'est une étoile très importante puisque ça veut dire le gardien des ours. Et elle est dans une couleur un peu orangée. Alors, si je vous parle des étoiles, si je vous parle des feux d'artifice, si je vous parle des Perséides et si je vous parle de ce beau triangle fait par les constellations qui sont si mélodieuses pour moi et si mystiques, c'est parce que pour guérir d'un traumatisme, il va falloir se reconnecter à ce qui est beau. Parce que quand on a vécu un trauma profond et qu'on a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, d'extrêmement laid, eh bien, il va falloir se connecter à nos échappées belles, à nous. Et j'avais envie de vous parler d'une notion
peut-être dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle le bien, le beau et le vrai. C'est une notion qui permet de définir l'unité de l'être, en tout cas dans la philosophie antique et dans la philosophie platonienne. Et quand on est fracturé par un trauma, quand on est fracturé par un deuil profond qui est douloureux, eh bien on est morcelé, on est éclaté, on a notre être qui a volé en éclats, on ne sait plus qui on est vraiment. On va venir redéfinir des tas de choses en nous-mêmes et pour retrouver notre unité, il va falloir nous reconnecter à ces trois notions, le bien, le beau et le vrai. Alors qu'est-ce que c'est? Bien, le vrai, on peut appeler aussi qui a aussi qui est aussi appelé le bon. C'est un peu cette nécessité absolue de venir se confronter à la réalité. Encore une fois, quand on a vécu une expérience traumatique comme la perte d'un enfant, en fait, on ne veut pas y croire. On ne veut pas de cette réalité où il n'y a plus l'autre. On ne sait pas où il est parti, il n'est plus là. Alors, bien sûr qu'on peut se dire qu'il est dans les étoiles et on va beaucoup se le dire, mais il n'empêche que il nous est impossible de nous reconnecter à cette réalité qui est partagée par le monde. Parce qu'en fait, cette réalité-là, on ne la veut pas. On ne la veut plus. Et pourtant, il va falloir à un moment donné se reconfronter à la réalité de ce qui est. Alors, on va le faire doucement, on va le faire progressivement, on va le faire en se transformant, on va le faire même en se métamorphosant, mais on va le faire en se reconnectant à nos sensations. Parce que notre corps est devenu une fracture douloureuse, un trou béant, c'est comme ça qu'appelait ça Lacan. Il appelait ça un traumatisme. Et puis, il va falloir faire preuve, en fait, de curiosité et d'étonnement. C'est pour ça que c'est important pour moi d'aborder cette conférence ce soir un peu sur le versant presque un conte ou une philosophie de vie. Parce que cette expérience, elle convoque en nous quelque chose de très grand et de notre réalité profonde, comme si on enlevait tous les masques et qu'on venait se dire pourquoi je vis, pourquoi je suis là. Et pour faire face à cette question, on va être indiscutablement poussé à la curiosité et à l'étonnement, qui sont des valeurs essentielles dans le questionnement de soi, qui sont extrêmement douloureuses quand c'est des sensations de souffrance qui nous traversent et qui sont aussi très intéressantes à venir questionner parce que c'est des questions existentielles. C'est comme si on venait toucher notre existence profonde de pourquoi je vis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je viens faire là en fait. Et puis ces sens vont parfois nous contredire et on va appréhender dans notre corps le paradoxe. C'est-à-dire qu'on va découvrir qu'on peut être à la fois effondré de tristesse et désespéré et en même temps heureux ou joyeux de ce qui se passe, en même temps capable de rire ou de sourire ou d'être émerveillé d'un coucher de soleil ou d'une fleur dans le jardin. Et cette dissonance à l'intérieur de nous, cette contradiction des sens, ce paradoxe, comme cette saison de l'été, en fait, vient nous reconnecter à quelque chose qui est extrêmement réel en nous, qui est qu'en réalité, on n'est jamais qu'un seul, on n'est jamais qu'une seule émotion. On le croit. Beaucoup de mes patients me disent, moi, je veux être tranquille, je veux être heureux, je veux être en paix. Alors, évidemment, c'est des aspirations louables et on a probablement tous envie de de cette sensation. Mais quand on vient la questionner, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben, ça veut dire comme s'ils ressentaient rien, comme si, en fait, ils voulaient ressentir le vide. Or, le vide, c'est l'horreur d'un parent endeuillé, c'est l'enfer absolu du parent endeuillé, c'est l'absence. Donc, certains cherchent un vide illusoire, imaginaire, mais quand on le ressent au plus profond de soi, alors on est profondément détruit. Et donc, cette notion du vrai, aussi qu'on appelle le bon, c'est-à-dire on vient se confronter à ce qui est réel, à ce qui est de l'ordre de la dichotomie en soi, du paradoxe, de la contradiction,
du réel qui est difficile à accepter, de nos angoisses, de ce qu'on met en place pour venir se confronter à la réalité, eh bien, ça va être une des dimensions essentielles à l'expérience humaine. Le bien, le bien, c'est cette notion d'avoir envie d'être en paix avec l'autre. C'est de rencontrer l'autre en se faisant du bien et en faisant du bien aussi. Lorsqu'on lorsqu'on participe à une œuvre comme le Point Rose, on a la sensation de participer à quelque chose de plus grand que nous qui nous fait du bien. Et quand on a observé que finalement, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur des bénévoles dans des associations. Et en fait, ils avaient une sensation de mieux-être que la plupart des individus qui ne militaient pas dans des associations de bénévoles. Comme si, en fait, le fait de faire du bien, de participer au bien commun, à faire du bien autour de soi, participait aussi à la construction d'un être uni qui se sent en paix. Et puis le beau. Le beau, c'est aller à la grotte de Lascaux et lever la tête et pleurer. Parce qu'on se dit qu'il y a 35 000 ans, l'être humain voulait faire quelque chose de beau. Et cette beauté qu'on a dans notre humanité, mais qu'on a aussi autour de nous à travers un arbre foudroyé, euh, une tempête de Méditerranée en plein hiver, ou même un incendie, eh bien, ces moments à la fois atroces et beaux nous bouleversent, parce qu'elles viennent parler de quelque chose qui est extrêmement profond en nous, qui est que le beau ne se définit pas par quelque chose de par un dogme. En fait, on est tous touchés par quelque chose de beau et qui va nous amener à plus grand, nous amener à l'infini. Et ce beau-là, il est essentiel à notre âme, il est essentiel à notre cœur. Quand on a, encore une fois, perdu un être cher, vécu une expérience traumatique violente, se reconnecter au beau va être fondamental parce que notre âme, elle a eu trop de lait dans l'expérience de vie. Ça a été un choc trop laid pour nous. Et parce que, en réalité, ce qui est beau invite à la vie. C'est vivant. Et on sort de la survie. Souvent, quand j'étais enfant, je me promenais, j'ai grandi dans les quartiers nord, j'avais la chance d'avoir une maison avec un jardin que je trouvais beau, avec des fleurs, avec une vue sur la mer. Et puis pour rejoindre ma maison, je traversais les quartiers nord. Et je me disais, mais comment font ces gens pour habiter dans ces endroits aussi laids? Parce que je me disais, mais ça ça peut pas t'aider à t'élever. Alors qu'en réalité, quand on va dans une église, même si on n'est pas particulièrement croyant ou religieux, quand on va dans un musée, quand on va même dans les maisons de haute couture, ben, c'est beau. En fait, tout est beau, tout est harmonieux, tout est couleur, tout est recherche. Et en fait, ce beau-là, il élève l'âme, il invite à la vie. Parce que le beau n'est pas superficiel. Le beau, il est vital. Le beau, il est essentiel. Si on ferme, on l'a vu pendant le temps de Covid, si on nous ferme les musées, si on nous ferme les livres, si on nous ferme les bibliothèques, si on nous ferme ce qui est non essentiel, ben en réalité, on voit qu'on n'est que dans la survie et qu'on n'est pas dans la vie. Donc ce paradoxe de ce temps traumatique qui a été notamment le Covid, où on nous a invités à croire que ce qui était essentiel, c'était la survie et que c'était pas la vie, renforce l'expérience traumatique. Donc pour sortir de l'expérience traumatique, il faut aller vers ce qui est essentiel et ce qui est l'inverse de ce qui était défini pendant le Covid, mais ce qui est le beau, euh, le, le,
le superflu, le plus. Parce que quand on est dans le plus, le superflu, quand on s'intéresse à l'harmonie d'une couleur sur un mur, ou si la plante est juste bien agencée, ou si le tableau est juste bien mis droit, ben c'est qu'on n'a que ça à penser en fait. Et que quand on n'a que ça à penser, c'est qu'on est dans la vie, et c'est qu'on n'est pas dans la survie. Et que c'est beau, la vie. Parce qu'on a tous envie, quand on a vécu un trauma, de sortir de la survie. Donc voilà, ce soir, j'avais très envie de vous parler de cette notion de l'être et qui nous ramène aussi à la notion du temps. Quand, encore une fois, quand on a vécu un trauma et notamment pour me mettre en lien avec cette expérience des saisons, eh bien, en fait, on a perdu son futur quand on a perdu un enfant. Donc, c'est comme si sur la ligne du temps, il y avait un grand trou qui s'était effondré devant nous parce qu'on n'a plus de futur. Nos enfants sont notre futur. Et quand on perd un parent, quand on perd quelqu'un qui est âgé, en fait, on perd notre passé. Et notre passé étant derrière, ben, ça entache moins le chemin de devant. Or, quand on perd un enfant, quand on perd la projection qu'on a de, de notre futur, de nous voir notre enfant grandir, s'épanouir, avoir lui-même des enfants, nous offrir une descendance qu'on va pouvoir investir à nouveau. Donc, en fait, on perd notre temps futur. Et il y a comme un immense fossé qui va s'ouvrir sous nos pieds. Et la plupart du temps, on tombe dedans. Donc, cette notion du temps, à la fois dans les conférences sur les saisons, enfin des saisons du deuil, et dans l'expérience traumatique, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer. Alors, il y a 13,7 milliards d'années, il y a eu une, une explosion qui s'appelle le Big Bang. Et ce Big Bang, cette explosion, euh, a engendré une dilatation progressive de notre espace à travers une masse de gaz et de poussière. Les gaz étant principalement l'hydrogène et l'hélium. Il y a 4,6 milliards d'années, eh bien, notre système solaire a commencé à s'agréger autour de notre Soleil. Et les poussières d'étoiles se sont petit à petit agrégées pour former nos planètes. Alors, quand on regarde le ciel, on regarde notre passé. Mais le passé regarde son futur. Et quand on se met en regardant les étoiles, en fait, on est dans un face-à-face, parce que si il y avait une étoile qui regardait il y a 2,5 milliards d'années sur notre planète, elle verrait 2,5 millions d'années sur notre planète, elle verrait euh, le premier hominidé. Donc, elle verrait un futur qui est notre passé. Donc, en regardant le ciel, on regarde le temps. Et ce soir, j'avais vraiment envie de nous ramener à ce temps qui est relatif en fonction de là où on regarde, pour qu'on puisse à la fois regarder notre futur et à la fois notre passé. Il y a 4 milliards d'années, la vie apparaissait sur la Terre. Et cette vie qui apparaissait sur la Terre, eh bien, elle venait de l'ensemencement de notre planète par des comètes et des astéroïdes. Ce qui fait que toutes les matières organiques qui constituent notre organisme là, vous, moi, vient des étoiles. L'intégralité de notre matière organique est une matière qui vient des étoiles et qui s'est recyclée en permanence. Et l'eau qu'on va boire, si je prends un verre d'eau et que je me sers un verre d'eau, peut-être que ces gouttes d'eau que je vais boire, elles ont déjà traversé un organisme comme un dinosaure, ou peut-être qu'elles ont été bues par Napoléon Bonaparte, euh, ou par des grandis ou des grands de ce monde. Parce que l'eau qui circule dans nos veines,
qui fait partie de notre corps est recyclé depuis toujours dans notre planète. Ce qui fait qu'on est un cycle et que nos enfants, nous, vont continuer à alimenter ce cycle. Et des bouts de nos enfants vont à nouveau passer au travers d'autres corps qui seront là sur cette planète dans quelques années. Il y a 7 millions d'années, il y avait un premier hominidé qui s'appelait Tomaï, en tout cas on l'a appelé comme ça. Et c'est le premier hominidé connu. Et 300 000 ans, le premier sapiens. Ce qui fait que nous, Homo sapiens, nous sommes très récents, évidemment, sur l'échelle de la vie sur la Terre, mais on a en commun cette matière organique qui nous a tous traversés, qui nous traversera tous et qui continuera à alimenter le cycle de la Terre. Nos enfants vont continuer à alimenter le cycle de la Terre. Votre futur ne s'arrête pas. Le futur de la Terre va continuer aussi grâce aux enfants qui sont là, grâce à nous, grâce à notre matière organique, grâce à notre eau. Et quand on regarde le ciel étoilé, eh bien, on regarde tout ce temps-là. On regarde notre futur et notre passé et on se connecte à ce qui est essentiel, ce qui est beau, ce qui fait partie du grand tout et qui nous connecte à une spiritualité qui nous relie tous. Et puis la dernière notion que j'avais envie d'aborder, c'est la notion de chimérisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion, mais c'est une notion qui est beaucoup développée aujourd'hui en biologie moléculaire, qui est que quand on porte un enfant, eh bien, l'ADN, notre ADN, l'ADN maternel, va passer dans l'ADN de l'enfant. Il y aura un temps de mélange, à la fois dans le sens que l'enfant porte l'ADN de sa mère, mais également dans le fait que la mère porte aussi l'ADN de son enfant. Ce qui fait qu'à travers notre ADN, on porte l'ADN de nos enfants dans notre corps. Et ça, c'est pas une notion qui est spirituelle, c'est une notion qui est prouvée, qui s'appelle le chimérisme. Mais comme ce mix d'ADN ne commence pas avec nous, bien en fait, nous aussi, on a un mix d'ADN de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents. Et à travers notre ADN se mélange toute l'histoire de nos ancêtres. Alors, dans notre corps, dans nos cellules, qui sont cette matière organique qui vient des étoiles et qui vient aussi de nos ancêtres, on porte notre histoire et notre histoire va continuer à rayonner sur la Terre à la fois dans notre futur et à la fois aussi pour notre passé. Ce soir, j'avais très envie de vous partager un conte un petit peu métaphorique sur l'été, le feu, l'énergie du vivant, cette dualité qui peut cohabiter en nous, ces paradoxes qui nous habitent, et puis cette connexion au plus grand, au beau, au magnifique d'un ciel étoilé. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous attends très vite pour notre méditation. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous. Je vous invite donc à continuer avec Marie sur un temps un peu plus intime. Voilà,